Le cri d'alarme d'un professeur contraint à l'anonymat. Ces petits renoncements qui tuent. Karine Azopardi et Le Témoin. Notre combat commun. J'ai rencontré Laurent Valogne un sombre soir de janvier 2018. Sombre par l'absence de lumière en cette nuit d'hiver. Sombre surtout du fait de la noirceur qui occupait alors mon âme. J'étais en plein choc post-traumatique. Une dépression paralysante s'était abattue sur moi 2 ans après l'attaque du Bataclan, au cours de laquelle l'homme de ma vie, le père de mes 2 petites filles, avait été tué. Quelques semaines auparavant, je n'avais eu d'autre choix que de quitter temporairement la rédaction en chef adjointe du journal national du soir sur France 3. Étant devenue incapable d'exercer cette fonction au cœur de l'actualité, il faut dire qu'à cette période, j'avais pris de plein fouet tous les attentats qui s'étaient succédés après le 13 novembre. Depuis les attaques de Bruxelles au lendemain de ma prise de poste jusqu'à Magnanville, Sotteville, les Rouen et bien entendu Nice. À chaque fois, le même sentiment d'impuissance s'emparait de moi dans l'attente du dénouement. Revivre encore et encore à travers elle. Les événements de 2015 avaient fait s'envoler le voile professionnel qui me protégeait depuis que j'avais couvert les attentats du 11 septembre à New York, où je me trouvais pour assister à un mariage. Ce jour-là, déjà ma famille d'accueil et moi avions eu peur de perdre plusieurs des nôtres présents dans les tours. J'avais été toutes ces années dans l'action, m'engageant auprès des syndicats très à gauche, me rendant pour juger par moi-même et ne pas parler d'une réalité que je ne connaîtrais pas dans les territoires occupés de Cisjordanie, avec d'autres jeunes volontaires internationaux, dans un camp de Naplouse, à Naplouse, pendant plusieurs semaines, participant à mon retour à diverses manifestations. Le 13 septembre 2001, je me souviens avoir réalisé un reportage dans l'ancienne mosquée du Mollah Omar, le bras droit de Ben Laden, à Brooklyn, dans le quartier yéménite, interrogeant des imams, des commerçants qui me confiaient à demi-mot qu'ils étaient certes ennuyés pour les victimes, mais que les Américains l'avaient tout de même bien cherché. Les attentats étaient la conséquence de la politique extérieure américaine. À Paris, mes copains gauchistes applaudissaient. Aujourd'hui, le fil est rompu avec beaucoup d'entre eux, car depuis ces heures sombres de 2017, où la dissonance cognitive se mêlait chez moi à un violent choc post-traumatique que beaucoup ont décrit lors de leur audition au procès des événements du 13 novembre, j'ai parcouru un chemin de reconstruction à ma manière en ouvrant enfin les yeux sur cette réalité que je niais profondément. C'était l'islamisme en tant qu'idéologie qui avait conduit à ces attentats. Laurent, lui, me racontait son quotidien, désespérant, celui d'une progression constante de l'obscurantisme parmi ses élèves. Il se trouvait très isolé après la mort de Samuel Paty, qui ne nous a malheureusement pas tant étonnés que cela. Malgré notre sidération respective, nous avons beaucoup échangé. Nous étions tous les deux très touchés. Lui parce qu'il pressentait que n'importe quel professeur aurait pu être à la place de la victime, moi en raison d'une évidente identification avec sa famille. J'ai alors proposé à Laurent de raconter son histoire, une façon pour nous deux de ne pas nous sentir totalement impuissants et inutiles. Nous allons vous livrer ici à la première personne à travers le quotidien apparemment banal d'un professeur de lettres, un récit de passion, de transmission, de peur face à un endoctrinement de plus en plus prégnant des élèves. Cet ouvrage est le fruit de longues heures d'entretien avec Laurent. Voulant l'extraire du silence
J'ai recueilli son témoignage, une parole forcément subjective. Cette mise en mots est pour nous une manière de mettre en lumière le phénomène de remontée du fait religieux, lequel évidemment ne mène pas toujours à la violence, mais facilite un retour de l'obscurantisme dans lequel celle-ci s'enracine. Et aujourd'hui, lorsque j'explique à mes filles qui grandissent ce qu'il se passe dans le pays où leur papa a été tué un soir de cancer pour avoir simplement voulu exercer son métier de journaliste musical, je leur décris cette bête immonde qui revient, que nombre de mes amis ne voient toujours pas et qui se nomme islamisme. Et je leur explique qu'il y a des gens comme Laurent qui sont en première ligne et font ce qu'ils peuvent pour que les digues ne sautent pas totalement. À mes yeux, ce sont des hussards noirs de la République, ceux qui les premiers ont donné l'alerte sur le retour du religieux. Dans l'enseignement, ils sont rares, comme Didier Lemaire, ce professeur de Trappes, ou comme ces enseignants de Sciences Po Grenoble, accusés d'islamophobie par des étudiants après avoir contesté l'usage de ce terme. À la suite des menaces qu'ils ont reçues, ils n'exercent plus leur métier. C'est pour cette raison que Laurent a souhaité rester anonyme, car ce métier est toute sa vie. Outre qu'il est soumis à un devoir de réserve, ne plus pouvoir l'exercer serait pour lui un crève-cœur. Pour moi, c'est un moyen parmi d'autres de tenter de comprendre l'indicible, en donnant la parole à un témoin qui se veut modeste, parfois impuissant, mais qui n'a pas abandonné tout espoir. Pour nous deux, ces mots sont aussi une manière d'honorer la mémoire de nos chers disparus en ne baissant pas les bras. L'anonyme qui ne baisse pas les bras. Eh oui, l'anonymat. On est condamné à être anonyme. Pour être un éducateur, il faut être un homme libre. Ferdinand Buisson. Impossible de dormir cette nuit-là. Bien avant que le soleil ne se lève, en ce 2 novembre 2020, je suis déjà debout, arpentant mon salon, de long en large, le cœur battant, le corps tendu comme une corde prête à se rompre. Tout à l'heure, il va falloir affronter les regards, le silence, le retour dans l'enceinte du lycée, dans laquelle je ne suis pas revenue depuis l'annonce de l'assassinat de ce professeur. Affronter l'absurdité de cet hommage. Bâclé. Bâclé par avance, après les tergiversations de l'administration centrale pendant les vacances. Dans une confusion totale, au dernier moment, nous avons appris qu'une minute de silence serait respectée à 11 heures, rien de plus. Pas d'échange, pas d'explication, pas de vague. Une simple minute de silence. Nous sommes lâchés dans l'arène avec pour unique bagage nos seules connaissances, parfois nos seules convictions, car cela ne suffit pas. Une rage sourde m'étreint. J'ai très peu dormi ces 15 derniers jours. Nous cessons de passer et de repasser en boucle les dernières semaines de la vie de Samuel Paty. Je me sens une telle proximité d'âme avec ce collègue que je ne connaissais pourtant pas. J'essaie d'imaginer sa solitude, son impuissance. Je la sens tellement, tellement cette impuissance, sa terreur, sachant qu'il m'est impossible de l'imaginer tout à fait, alors qu'un deuxième confinement est annoncé. Dans une France engourdie par le virus, je suis dans un état de détresse totale face à cette abomination. J'ai décidé ce matin-là de ne pas m'en tenir à la simple lecture d'une lettre suivie d'une minute de silence. De ne pas reprendre mes cours comme si de rien n'était. Pour moi, c'est impossible. Et c'est la moindre des choses que je puisse faire. J'imagine la manière dont il aurait agi si j'avais été à sa place. Tout se mélange.